bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'adoption de la résolution 2703 par le Conseil de sécurité des Nations Unies confirme la dynamique de soutien international croissant envers le Maroc dans le dossier du Sahara marocain. Plus d'une centaine de pays considèrent l'initiative d'autonomie comme la base crédible d'une solution à ce différend, alors qu'une trentaine de pays ont ouvert leur consulat dans les provinces du Sud. On en parle avec Jean-Marie Haïd. Il est auteur, chercheur et analyste des politiques publiques à l'Université de Mulhouse. Bonjour à vous Jean-Marie Haïd et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité ce matin à pouvoir échanger avec vous. C'est C'est avec plaisir. toujours un plaisir. Alors, on l'a vu donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cette résolution 2703 qui globalement reconduit pour un an la mission donc, des Nations Unies de maintien de la paix. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est on voit l'insistance sur une résolution politique et cette solution politique, on sent aussi que là, ne semble aller que dans le sens de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Oui, tout à fait. Je crois que je confirme et je suis tout à fait de votre avis. Ça va dans le sens du Maroc et ce n'est pas qu'une énième résolution, mais c'est une résolution qui, peut-être en apparence, pourrait passer un peu inaperçue parce que on dirait une de plus. Mais dans les faits, c'est une résolution qui est importante. Non seulement parce que effectivement, elle renouvelle ce mandat de la MINURSO, ce qui est important. On était arrivé à l'échéance ce mois-ci, c'est renouvelé jusqu'à fin octobre. C'est un élément important parce que dans cette situation de discussion et de négociation, la MINURSO est appelée à jouer un rôle important et elle n'a pas vraiment pu jouer ce rôle jusqu'à maintenant pour des tas de raisons, on y reviendra certainement. Mais l'autre élément important, c'est qu'en fait, le bureau du Conseil de sécurité, enfin le Conseil de sécurité a donc pris cette résolution et comme vous le savez, la grande différence avec différentes autres résolutions qui peuvent être prises au Conseil de sécurité, les textes sont applicables. Alors après, on peut voir comment elles sont applicables et il n'y a pas, j'ajouterai à ce que vous disiez, que la dimension politique, il y a justement cette dimension juridique. C'est pour ça que le texte est applicable. On verra dans quelles conditions cela peut se mettre en place. Mais c'est un élément important et fort. Il y a eu, et vous l'avez certainement bien noté, différentes interventions, dont la demande de parole de la France qui s'est produite lors de cette réunion et où la France a non seulement voté pour le soutien au plan d'autonomie donc présenté par le Maroc, mais en même temps, un petit clin d'œil qui est important. La France a rappelé que depuis 2007, donc toute la période 2007 où se sont succédés les présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy, etc., la France a toujours maintenu cette position de soutenir. Et aujourd'hui, si la France a pris la parole, c'est qu'elle est aussi revenue pour dire qu'il est temps. Il est temps maintenant de l'appliquer, ce plan d'autonomie. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement une phrase, c'est une volonté claire de la part de la France de rappeler qu'elle soutient ce plan d'autonomie. Donc voilà quelques raisons. Il y en a d'autres, mais c'est les principales qui me sont venues à l'esprit Mhm. en vous entendant à l'instant. Effectivement, alors on va rester sur le cas de la France parce que les voix se multiplient pour que Paris fasse ce pas fait par les États-Unis, l'Espagne aussi, et bien évidemment, comme on l'a dit, une majorité des États membres des Nations Unies. Alors, est-ce le prélude à un pas de Paris dans ce sens? Alors, je ne suis pas dans les petits papiers de la France et je ne sais pas quelles sont les intentions des pas à suivre, mais ce que je note quand même et qui est important et qui serait, je veux dire, dans le sens d'une suite constructive, c'est que la France aurait très bien pu simplement ou s'abstenir, ce qui n'a pas été le cas, elle a voté pour, aurait très bien pu voter pour et ne pas prendre la parole. Elle a pris la parole et elle a rappelé qu'avant même les États-Unis et bien nombre d'autres pays,
elle-même avait soutenu ce plan d'autonomie depuis 2007. Donc elle fait que confirmer, rappeler sa position bien antérieure, et elle ajoute, aujourd'hui, il est temps de l'appliquer. Si on décortique le texte de la prise de parole du représentant français, il est important sur ces plans-là. Alors, est-ce qu'elle va faire un pas ou pas de plus? Ça, je ne saurais pas le dire, il ne m'appartient pas de le dire, mais c'est quelque chose de significatif dans la volonté d'encourager cette voie-là, et ça me paraît important. Mhm. En tout cas, je rappelle que même d'anciens diplomates français appellent Paris à revoir, en tout cas, son positionnement du fait que peut-être que la France avait trop misé sur d'autres pays en Afrique du Nord et que finalement, ça n'a pas porté ses fruits. Peut-être un retour à une politique plus raisonnable et dans ce sens, en tout cas, appelé de plein vœu par plusieurs voix, dont des diplomates français qui ont servi dans la région. Alors, au-delà de la France, bien évidemment, les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara et je rappelle que ce texte a été donc voté à l'initiative des Américains avec 13 voix qui ont voté pour et 2 abstentions dont la Russie et le Mozambique. Au-delà de ces grandes puissances, on sait que les autres membres du Conseil de sécurité aussi ont voté pour. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre des autres grands pays de l'Union européenne avec lesquels les relations avec le Maroc semblent quand même revenir à de meilleurs sentiments ces derniers temps? Alors, je souhaite revenir juste sur les grands pays que vous citiez du Conseil de sécurité lorsque vous évoquiez notamment la Russie. C'est vrai que la situation est compliquée et que la Russie, elle n'a pas voté contre. Elle s'est abstenue. Effectivement. C'est à relever quand même dans le contexte difficile, tendu, sachant que le texte des Nations Unies a, j'ose dire, le porte-plume, c'est pas péjoratif, hein, mais le porte-plume du texte qui a été présenté était porté par un Américain. Ça a une importance qui n'est pas négligeable. Mais la Russie n'a pas voté contre, elle s'est abstenue. Et non seulement elle s'est abstenue, mais elle a accepté le principe, elle ne l'a pas du tout remis en cause, de la table ronde. Ce qui est un élément important parce que ça veut dire que la Russie n'est pas revenue comme par le passé sur la question du référendum dont il a été souvent question. Donc c'est aussi des petites choses dont il faut prendre en compte dans la réflexion de la situation que nous connaissons aujourd'hui. En ce qui concerne les autres pays européens, vous avez vu que progressivement, chacun des pays a commencé à se positionner d'une manière ou d'une autre depuis ces derniers mois et que aujourd'hui, on a quand même une position claire, sans compter les représentants permanents de l'Union européenne qui, à différents échelons, se sont rendus au Maroc, ont pris des positions. Donc, on peut penser que là aussi, et si on sort du strict problème évoqué par le statut du Sahara marocain, tous les autres accords avec l'Union européenne sont quand même plutôt majoritairement positifs et vont dans le bon sens et dans l'intérêt et du Maroc et de l'Union européenne. Donc, moi, j'ai bon espoir que les autres pays avancent. Vous savez, c'est comme dans une grande famille, lorsque il y a un sujet qui est à aborder, chacun regarde un petit peu l'intérêt qu'il a dans cette affaire et puis l'intérêt collectif. Et selon la balance, ça change un petit peu par moment ou ça met plus de temps à aboutir. Mais j'ai bon espoir par rapport aux autres pays que les choses vont avancer dans les temps à venir. Mhm. Alors, l'autre question, et on le rappelle, c'est que l'Algérie est citée 5 fois dans ce rapport comme une partie, disons, prenante dans ce différend. Alors, le cas de l'Algérie, quel commentaire en faites-vous, Jean-Marie Haït? Alors, bon, on connaît la situation, la position de l'Algérie déjà par le passé mais sur la question, y compris au Conseil, y compris aux Nations Unies. Et là, l'Algérie a toujours essayé de rester en arrière-plan, ne pas se sentir concernée, mettre en avant une organisation qui prête vraiment à discussion sur son existence et sur sa reconnaissance. Et l'Algérie ne voulait pas se mouiller. Là, clairement, le Conseil de sécurité n'a pas mâché ses mots, si j'ose dire, dans le sens où il a rappelé
que l'Algérie était partie prenante de cette situation, directement interpellée donc par le Conseil de sécurité. Elle est partie prenante et que la résolution, l'autre aspect, prône consacre même, pour reprendre les mots, les tables rondes, le principe des tables rondes, estimé comme étant le seul cadre du processus politique. Donc ça veut dire que l'Algérie va pas pouvoir éternellement dire ce n'est pas moi, je suis pas concerné, c'est le groupe qui est sur le terrain, etc. Et d'autre part, je ne veux pas de table ronde, je préconise uniquement la question référendaire en sachant qu'il n'y a jamais eu de comptage de population, en sachant, enfin bon, je ne vais pas faire le catalogue de ce que vous connaissez, mais c'est vrai que moi qui suis très sensible à la dimension humaine, la situation de cette population qui vit sur ce petit territoire sous l'emprise de Tindouf et de la région, c'est pas possible humainement. Et on ne peut même pas aller sur le terrain pour véritablement pointer les choses et pour cause. Donc la MINURSO, d'ailleurs, dans son mandat, on espère qu'elle pourra faire ce travail, que l'Algérie acceptera le comptage réel de la population, qu'on sache où nous en sommes et qu'elle acceptera le table ronde. Ça, c'est moins évident. Elle risque, comme elle l'a déjà fait en 2022, dès le lendemain, envoyer par écrit son refus de la table ronde. Voilà. La seule différence, quand même, à prendre en considération, c'est que le Conseil de sécurité, lorsqu'il prend une décision, elle est applicable juridiquement. Juridiquement. Ça ne veut pas dire que politiquement, on est au bout du chemin. Mais donc, on est dans quelque chose qui est fortement cadré et pour lequel l'Algérie ne pourra pas, parce qu'à 6 reprises quand même, il faut le rappeler, lors de la réunion du Conseil de sécurité, à 6 reprises, l'Algérie a été désignée comme partie prenante, je le rappelle. Donc, c'est quelque chose d'incontournable et d'important. C'est l'interlocuteur qui doit être à la table des discussions et ça paraît important. Donc, vraiment du fond du cœur, j'espère que la dimension humaine des décideurs en Algérie sera sensible à cette situation pour véritablement mettre en priorité ces femmes et ces hommes et ces enfants qui vivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment vont-ils continuer à évoluer dans cette situation pas possible? Et comment, comparativement, évoluent toutes les femmes et les hommes et les enfants qui sont dans la zone du Sahara marocain. C'est une différence qui ne se mesure même pas tellement euh, elle est énorme. Enfin, c'est voilà, j'ai été sur place et j'ai vu quand même la qualité de vie qui avait s'était métamorphosée pour la région du Sahara marocain. Mhm. En tout cas, on y reviendra justement. Mais juste pour évacuer cette question concernant les tables rondes. Alors, le jour où Alger décide enfin de prendre part à cette table ronde, pensez-vous que ce sera pour faire avancer les choses dans le bon sens ou plutôt servir de blocage? Alors, ça peut servir de blocage, mais jusqu'où aller? Où va-t-on? Je veux dire, euh, quelle est la plus-value que peut proposer l'Algérie à cette population aujourd'hui? La plus-value est clairement dans ce que a mis en œuvre et a proposé le Maroc pour la population du Sahara marocain. Pourquoi bloquer plus longtemps? Je veux dire, ça n'a vraiment pas de sens, hein, si ce n'est des grands principes. Il faut quand même prendre en considération, et ça l'Algérie, à mon avis, le sait très bien, parce qu'ils ont ils ont des personnes hautement qualifiées pour analyser depuis des années cette situation. Il faut savoir que le point de départ très fort a quand même été la marche verte, dont on aura l'anniversaire dans les jours à venir. La force de la marche verte de l'époque a été ce côté irréversible de récupérer le Sahara marocain. C'est-à-dire qu'en fait, il est aujourd'hui, il serait juridiquement impossible, y compris pour les Nations Unies, de faire sortir le Maroc du Sahara marocain si certains avaient cette idée en tête, ce qui me serait une absurdité sans nom.
c'est impossible juridiquement. Donc, en fait, l'Algérie le sait. Alors, à quoi bon se battre contre un mur que l'on ne peut pas faire bouger? Autant aller dans le sens de la construction, autant aller dans le sens de l'accord. Je rappellerai quand même, dans le lien difficile entre l'Algérie et le Maroc, que Sa Majesté pendant toute cette période-là, a continué à travailler pour que la main tendue dont on parlait à l'époque, il faut rendre hommage à Sa Majesté pour ça, que cette main tendue puisse servir au Grand Maghreb pour son avenir et pour son peuple. Donc ça veut dire pour l'Algérie et l'intérêt de l'Algérie aussi. Donc si on veut vraiment offrir à toute cette population du Grand Maghreb, une vie meilleure, évoluée, avec des points de PIB que les spécialistes ont analysés comme étant des plus-values aussi, pourquoi ne pas répondre à cette main tendue de façon pacifique et de façon constructive? Et ça passe aussi par cet accord. De toute façon, le Conseil de sécurité a bien insisté sur le fait il est passé au-delà de ce différend artificiel qui a été construit de toutes pièces pendant les années, et le Conseil de sécurité a bien insisté sur le fait que cette solution politique doit être réaliste, elle doit être pragmatique, elle doit être durable, et elle doit être basée sur le compromis. Et donc, ce dernier mot de compromis est devenu incontournable. Mais si l'Algérie bloque, eh bien, ça va faire que traîner, mais ça ne rendra pas les choses impossibles à terme. Donc, pourquoi traîner? Voilà, je reste parmi les optimistes Mhm. qui, avec tout le respect que je dois, qui, comme Sa Majesté, y croit. Et c'est pour ça qu'il continue de garder la main tendue malgré tout ce qui se passe. Mhm. En tout cas, c'est à suivre. Une dernière question, Jean-Marie Aïd, c'est concernant ces provinces du Sud que vous avez eu à visiter, à témoigner sur leur développement. Alors, cette dynamique de développement économique. Oui, alors cette dynamique de développement économique est sans nul conteste clairement affichée. Dire lorsque on va sur place, sur le terrain, quand on est à Darla, quand on est à Laayoune, on voit ce qui s'est passé, l'évolution au niveau des infrastructures, au niveau de tous les projets. Mais au-delà de l'économie qui est le nerf de la guerre, il y a aussi cette volonté de la population de faire monter, de monter en puissance ce territoire, de ces provinces du Sud, comme on les appelle, pour un avenir meilleur. Et si le résultat du dernier vote au Parlement a été ce qu'il a été dans la zone, c'est aussi le reflet d'une volonté clairement affichée. Donc je crois que cette richesse, cette diversité de la richesse, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit culturelle et qu'elle soit linguistique, est quelque chose important pour l'ensemble du Maroc, mais aussi pour les provinces du Sud. Et je crois que le développement culturel, le développement sportif que l'on a vu et toutes les manifestations qui s'y passent ne sont pas anodines dans tout cela. Donc, Mhm. moi, j'ai été avec plaisir à plusieurs reprises dans les provinces du Sud. Je vais y retourner prochainement parce que, avec mon éditeur, on va publier prochainement, début de l'année prochaine, un ouvrage en images aussi sur ces réalisations, parce que je pense que cette image que l'on a n'a pas encore suffisamment bien évolué au niveau du tout un chacun et qu'il faut pouvoir donner ce regard nouveau sur le Mhm. Sahara de cette dynamique des provinces du Sud. Une dynamique donc à suivre. Merci à vous, Jean-Marie Aïd. Je rappelle que vous êtes auteur-chercheur et analyste des politiques publiques à l'Université de Mulhouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne journée à Merci. vous. Bonne Merci. journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.